Red Clamp, South Fox, H-Town, Master, Top Gun, BXP, Sweat. His first punt today. And it's a big one. Wow, look at this. Alors on a un peu la gueule de bois cette semaine, hein. On a eu une free agency frénétique depuis lundi dernier, des signatures à tout va et un total record de 5,8 milliards de dollars en contrat. Alors on savait qu'avec une augmentation de la masse salariale qui est passée au-dessus de 300 millions par franchise, on savait que les contrats allaient être beaucoup plus importants et qu'il allait y avoir beaucoup plus de signatures que dans le passé. Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Alors retour sur la Free Agency, l'agence libre. Aujourd'hui on va pas passer en revue toutes les signatures de chaque franchise parce qu'on serait là pour 3 heures. On va plutôt parler des équipes qui à notre avis ont eu les recrutements les plus intéressants. Alors, un petit point avant de commencer, si vous lisez des articles sur la NFL, ou si vous lisez mes articles, ceux que j'ai publiés dans la semaine, ou les 2 que j'ai publiés dans la semaine, vous avez sans doute vu et lu que quand on parle de contrat, on parle souvent de montant garanti, d'argent garanti. Alors, expliquons pour commencer ce que cela signifie. En NFL, en fait, l'argent garanti, le montant garanti sur un contrat, c'est un peu une police d'assurance pour les joueurs. En fait, ce sont des sommes qui représentent, on va dire, un pourcentage du montant total offert. Mais prenons un exemple pour que ce soit plus concret. Le cas Trey Hendrickson, en fait, qui a signé dans la semaine à Baltimore, il a signé pour 4 saisons et un montant total de 112 millions. Alors ça ne veut pas dire 112 millions par saison, ça veut dire que sur les 4 ans, il va gagner 112 millions. Sauf que sur ce contrat de 112 millions, il y a seulement 60 millions qui sont garantis. Ça veut dire que si le joueur est blessé, sa carrière est finie. Ou s'il est coupé, il ne recevra que ces 60 millions, que cet argent garanti. Les autres 62 millions, il va s'asseoir dessus. Aucune équipe, en fait, ne signe un joueur avec 100% du contrat garanti. Aucune, enfin, presque, puisque les Cleveland Browns ont fait l'affaire du siècle lorsqu'ils tradaient il y a quelques saisons pour Deshaun Watson, le quarterback, et ils le signaient pour un contrat total de 230 millions garanti, 100% garanti. Comme dans d'autres sports, on a vu que les joueurs ils obtiennent aussi des bonus par match, ça dépend des positions et des contrats aussi. Et il y a aussi des bonus à la signature, comme par exemple le nouveau centre des Las Vegas Raiders, Tyler Linderbaum. Lui, il s'est vu offrir 20 millions à la signature. Alors, on a aussi remarqué autre chose, c'est que dans cette agence libre, il y a une tendance, et on a vu que la grande majorité des contrats, en fait, c'était des contrats de 3 ans. Et ça, c'est pas une coïncidence en fait. En fait, il y a la NFLPA, qui est en fait le syndicat des joueurs. Il pousse depuis quelques saisons les agents et les joueurs à essayer d'obtenir des contrats de 3 ans, plutôt que des contrats de 4 ou de 5 ans. Pourquoi ? Alors en fait, avec l'augmentation du plafond salarial chaque année, l'idée pour le syndicat est qu'ils veulent que les joueurs ils puissent se retrouver dans la free agency aussi souvent que possible et ainsi essayer de maximiser leurs gains financiers. C'est-à-dire que, regardez, un accord en fait de 3 ans, ça signifie en fait que les discussions pour une prolongation de contrat, elles peuvent commencer plus tôt. Surtout si les équipes ils veulent conserver les joueurs, bien entendu. C'est vrai qu'il y a très peu d'équipes qui aiment faire des prolongations avec 1 an avant la fin de ce contrat. Donc en fait, sur un contrat de 4 ans, les joueurs en général, ils doivent attendre la 3e année avant de renégocier un nouveau contrat. Sauf que là, avec des contrats de 3 ans, ça veut dire que les joueurs ils vont devoir attendre seulement 2 ans avant de pouvoir demander un nouveau contrat ou alors d'être échangés. Donc pour les joueurs, forcément, là ils sortent gagnants. On pourrait aussi parler de dead money. Dead money, vous savez, c'est l'argent en fait qu'une franchise doit payer pour un joueur lorsqu'il le coupe. Si le joueur est sous contrat,
et s'ils décident de couper le joueur, en fait, le montant restant de l'argent garanti au joueur, en fait, ça va retomber en fait dans la masse salariale de l'année suivante. Et cet argent va être soustrait en fait à la masse salariale. Prenons l'exemple par exemple de Miami, des Dolphins, qui a eu une gestion assez terrible ces dernières saisons. Et là, ils se retrouvent dans la masse salariale 2026 avec 151 millions de dollars de dead money, c'est-à-dire plus de la moitié de leur masse salariale. C'est en fait pour payer des joueurs qui ne font plus partie de leur équipe. C'est absolument dingue. Ok, alors quels sont les points à retenir de cette agence libre? On va commencer par un gros morceau qui a fait beaucoup parler, c'est l'affaire Baltimore Max Crosby. Alors on apprenait mardi que les Ravens en fait ils annulaient l'échange pour Crosby, récupérant du coup leurs 2 choix du premier tour et renvoyant ce bon vieux Max chez lui dans le Nevada. Alors qui est gagnant, qui est perdant de ça? Alors les Ravens, du coup quelques heures après ils récupéraient un très bon joueur, puis ils récupéraient Trey Hendrickson qui était libre, un très gros contrat, 112 millions on a dit, 4 ans, un joueur de 31 ans, mais il est libre, donc il ne coûte en fait aucun choix de draft, d'accord? Après les Ravens, c'est sûr, ils semblent gagner au change, puisqu'ils ont conservé leurs 2 choix de draft, ils gagnent Hendrickson. Par contre, ils perdent beaucoup de crédibilité sur ce coup-là, parce que c'était pas très éthique, et je pense que ça va leur coûter cher dans le futur, quand ils vont commencer des négociations avec une autre franchise. Les Raiders, eux, ils sont clairement perdants, puisque certes, ils récupèrent leur excellent pass rush, mais veut-il rester? Parce que souvenez-vous, en fin de saison dernière, il avait dit qu'il ne porterait plus jamais les couleurs des Las Vegas Raiders. Là, que va-t-il se passer? Parce que là, s'ils veulent l'échanger, il n'y a personne qui va offrir ce qu'ont offert les Ravens. Personne ne va leur offrir 2 choix de draft, 2 choix de premier tour même. La franchise qui est intéressée dans Crosby, elle va essayer de négocier cet accord à la baisse, jouant sur le fait que voilà, il a raté sa visite médicale à Baltimore et qu'il y a clairement des doutes sur l'état de son genou. Une autre affaire qui nous a intéressé, c'est en fait Kyler Murray qui signe à Minnesota. Est-ce que c'est le casse du siècle? On peut se le demander parce que le joueur, en fait, Minnesota va le payer 1,3 million. Les autres 35 millions de son contrat, en fait, c'est le dead money. On en parlait il y a 2 minutes. Le dead money que va payer Arizona pour lui, parce qu'ils l'ont coupé. Alors c'est vrai que l'an dernier, c'était pas très jojo pour lui. Il avait perdu sa place de titulaire. Après, c'est vrai qu'il avait une grave blessure au pied, mais quand il est revenu, bam, banquette. Est-ce que Kevin O'Connell et son actif, sa capacité on va dire, à réveiller des quarterbacks, à sortir le meilleur des quarterbacks, va-t-il réussir à faire pareil avec Kyler Murray? Kyler Murray, il a 28 ans, il a un talent énormissime, c'est un ancien trophée Heisman du college football, premier choix de la draft 2018-2019 je crois. Un joueur fabuleux. Seul problème, on en a déjà parlé, une éthique de travail moyenne, une addiction aux jeux vidéo qui pose problème, une taille, il n'est pas très très grand, il fait 1m80 à peine. Après, est-ce que ça va marcher avec O'Connell? Parce que c'est vrai que ça semble pas, comme on dit en anglais, fit. Le style de Kyler Murray et celui que cherche O'Connell, c'est diamétralement opposé. Murray, c'est plus dans, on va dire, il aime faire les scrambles, il aime improviser, il aime courir, il aime porter le ballon. O'Connell, il préfère un passeur, un joueur de poche qui est costaud dans la poche, qui envoie, on va dire, des darts, on dit en anglais, c'est-à-dire on va dire des lancers à droite, à gauche, sans trop sortir de la poche. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, si ça marche, c'est vraiment l'affaire du siècle. On a vu des équipes hyper actives pendant cette free agency. On peut citer les New York Jets, les Las Vegas Raiders et les Tennessee Titans. Les Jets, eux, ils ont signé 14 joueurs pour la somme modique de 80 millions, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est rien par rapport aux Raiders et les Titans, qui eux, ils ont recruté aussi beaucoup de joueurs, ok, peut-être pas 14, mais quand même beaucoup de joueurs. Par contre, pour beaucoup plus d'argent. Tennessee, eux, ils ont dépensé en tout 300 millions. Après, c'est pas que sur cette saison, il y a des contrats assez longs. Pareil pour les Raiders, qui sont en 280 millions. On a vu que Tennessee, par exemple, c'est une surprise, ils ont beaucoup recruté en défense. C'est logique, leur entraîneur, le nouvel entraîneur en chef, Robert Saleh, c'est un spécialiste de la défense. Regardez, le defensive lineman John Franklin Myers, qui était peut-être le meilleur disponible.
le edge, Jermaine Johnson, via un échange. Les 2 cornerbacks, Cordale Flott et Alontae Taylor. C'est des très très bons joueurs. Après en attaque, ils ont aussi renforcé plusieurs positions avec une particularité, c'est-à-dire que ce sont des ex-joueurs des New York Giants. Et donc du coup, ils vont retrouver leur ancien head coach, Brian Daboll, qui est désormais le coordinateur offensif des Titans. Donc on pense au receveur Wandale Robinson et le tight end Bellinger. Ce sont 2 jolies cibles qui devraient accompagner Calvin Ridley et qui devraient surtout bien aider le quarterback Cam Ward pour sa 2e année pro. Chez les Raiders, la récolte a été très bonne aussi, beaucoup de recrutements. Il y a un seul nuage à l'horizon, c'est le fait que Crosby reste finalement. Et tout l'argent investi dans cette free agency, on a dit 280 millions, ça met en fait la franchise dans une situation financière un peu difficile. Parce que Crosby reste, du coup, les 30 millions de son contrat pour 2026, ils vont compter cette saison. Donc on va voir ce qui se passe avec lui. Est-ce qu'ils vont l'échanger? Est-ce qu'ils vont le prolonger et renégocier son contrat à la baisse? Nous verrons bien. Après, pas mal d'arrivées. Hein. On a dit le centre, Tyler Linderbaum, le edge, Kwity Paye, Nakobe Dean, Quay Walker, le cornerback Taron Johnson, le receveur Jalen Naylor. La franchise Sylvan Black, ils ont aussi re-signé les edge Malcolm Kuntz et le cornerback Eric Stokes. 2 signatures très importantes pour 2 pièces maîtresses en défense. On a vu que le nouvel entraîneur Kubiak et le GM Spytek, ils ont beaucoup insisté sur la défense, mais ils ont aussi préparé l'arrivée de Fernando Mendoza. Comme on a dit, on recrute un centre, avec d'ailleurs le plus gros contrat de l'histoire pour un joueur à ce poste, et un bon receveur tel que Jalen Naylor. Rien de mieux pour mettre un quarterback dans les meilleures conditions possibles et être performant dès sa première saison. Les Jets aussi, ils ont été très actifs. Après, il y a beaucoup de questions en fait sur le talent des joueurs qu'ils ont recrutés et le prix qu'ils ont payé. On va commencer par en fait une des dernières signatures, c'était Geno Smith, le quarterback. Et ils ont dû faire un trade avec Las Vegas pour le recruter. Et il revient en fait dans une équipe qui le draftait il y a maintenant 13 ans de cela. La première partie, elle se finissait mal, puisqu'il perdait sa place de titulaire. Et nous verrons bien comment se passe cette nouvelle étape pour lui. Mais après, il y a une différence. Les rôles sont bien différents cette fois-ci. Smith, il sait très bien que là, il vient dans un rôle, on va dire, un peu de bridge. Vous savez, de quarterback transition, en attendant le vrai quarterback du futur. À la draft 2027, une draft 2027 dans la QV de quarterback qui s'annonce énormissime. Donc on a dit, en défense, il y a eu beaucoup de signatures, d'ailleurs beaucoup de vétérans, vous savez, des joueurs expérimentés, des mecs avec de la bouteille. On pense au safety, Minkah Fitzpatrick, qui a été via trade, un échange. Defensive lineman David Onyemata, le vieux linebacker de presque 40 ans de Mario Davis. Et après aussi des jeunes confirmés, talentueux comme les edge Kingsley Enagbare, Joseph Osai et le cornerback Nashon Wright, qui d'ailleurs lui, je pense que son arrivée va faire beaucoup de bien aux Jets parce que lui, Nashon Wright, c'était le spécialiste des turnovers l'an dernier chez les Bears. Regardez, à lui tout seul, il signait 5 interceptions. Et Nashon Wright avait 5 interceptions. C'est 5 interceptions de plus que toute l'équipe des Jets la saison dernière. Parce qu'ils ont capté aucun ballon, la défense des Jets. Ils en ont volé aucun. C'était terrible. Donc là, je pense que la défense devrait être bien meilleure en 2026. Après, en attaque, par contre, il va falloir recruter. Parce qu'à part Geno Smith, je ne sais pas ce qu'ils vont faire à la draft. Tous les mocks de la draft, ils voient les Jets drafter Harvey Reese ou Bailey, enfin un défenseur, un edge. Nous verrons bien, mais en tout cas, il va falloir renforcer l'attaque parce qu'avoir une grosse défense, c'est bien, mais une attaque qui marque des points, c'est pas mal aussi. Il y a 3 franchises qui semblent avoir réussi à leur free agency. D'accord ? On va commencer par Carolina, qui est considéré pour certains le grand gagnant de cette free agency. Ils n'ont pas été timides cette saison. Hein. Ils ont payé par exemple 120 millions de dollars à Jalen Phillips, le edge de Philadelphie. 45 millions pour Devin Lloyd, qui lui était laissé libre par Jacksonville. Ce sont des énormes investissements pour ces 2 joueurs, mais après c'est compréhensible parce que ces 2 joueurs, en fait, autant Phillips comme Lloyd, en fait, c'était considérés les meilleurs joueurs libres à leur position respective.
Donc 2 superbes renforts dans le front 7 pour accompagner les Derrick Brown et autres. Après, dans l'arrière-champ, par exemple, ils ont J.C. Horn et d'autres jeunes talents. Là, ils sont bien calés. Donc en défense, les Carolina Panthers, c'est clairement une bien meilleure équipe. En attaque aussi. En attaque, regardez, ils ont signé peut-être le meilleur tackle offensif qui était disponible. Rashid Walker, qui a été laissé libre par Green Bay. Les experts, ils le voyaient signer pour 3 ans, un truc comme ça, pour 20 millions minimum. Là, il signe pour une saison et 10 millions seulement. C'est une superbe affaire. Surtout que c'est un joueur solide. Ah, okay. C'est pas le meilleur à son poste. Ok, sinon il aurait jamais été libre. Après, c'est clairement une amélioration sur Ekwonu, par exemple, qui était titulaire l'an dernier. Bon, malheureusement, il s'est blessé pendant les playoffs. Mais même en pleine forme, Ekwonu, c'est pas aussi bon que Walker. Donc clairement, là, ils ont amélioré à ce poste. Un titulaire solide, certes, pas terrible dans le jeu au sol, mais au moins, il va offrir une très bonne protection à Bryce Young. Donc là, en attendant la draft, on peut dire que Carolina a vraiment réussi la première phase dans la construction ou l'amélioration de son effectif. Un autre vainqueur, ce sont les Los Angeles Rams, parce que déjà, ils commençaient très fort, parce qu'il y avait déjà l'échange pour Trent McDuffie, le cornerback des Kansas City Chiefs. Certains disent qu'ils ont payé très cher, mais ça reste un super joueur. Et les Rams, ils ont aussi recruté son compère, qui lui était libre, Jalen Watson. Et là, ils ont considérablement renforcé ce secteur. Il y avait déjà Quentin Lake, qui lui, c'était peut-être le seul cornerback potable de la défense des Rams la saison dernière. Là, ils ont 3 excellents cornerbacks. Ils ont aussi Cam Curl en safety. Ils ont aussi re-signé le Titan Tyler Higbee. Ils n'ont perdu aucun titulaire. Là, les Rams, ils vont être une nouvelle fois parmi les grands favoris de la saison 2026. Ils font clairement un all-in, ce qui rappelle d'ailleurs la saison 2020-2021 où ils signaient énormément de stars, Jalen Ramsey et tout ça. Donc attention, attention parce que c'est pas fini. Là, avec la draft, on sait toujours que le directeur sportif Les Snead et Sean McVay, ils trouvent toujours des pépites dans la draft. Donc les Rams, à mon avis, l'an prochain, ils vont avoir une équipe de dingue. Passons à Washington, c'est une autre équipe qui a bien bossé cette semaine. En attaque comme en défense, ils ont mis le paquet. Ils ont investi 235 millions dans des excellents joueurs, une nouvelle fois des deux côtés du ballon. Là, ils ont recruté un trio en défense. Owe, Chason et Leo Chenal. Là, c'est une claire amélioration dans le front 7. Et d'un coup, là, c'est un front 7 d'un tout autre niveau. En attaque, pas mal aussi. Attendez, le tight end Chigoziem Okonkwo, le running back Rashid White, ce sont 2 très bons joueurs et qui devraient pas mal jouer à l'automne prochain, je pense. Peut-être pas titulaires ou peut-être pas alignés d'entrée. Quoique, à voir. Ce sont des très bons joueurs. Et en attendant le choix de la draft, parce que souvenons-nous que Washington, ils n'ont pas fait une bonne saison. Ils ont le 7e choix du premier tour. Ils pourraient très bien voir une pépite du calibre de Jeremiah Love ou Cornell Tate qui vont être des superstars. Ils pourraient voir un des deux leur tomber dans les bras. Finissons avec un peu de college football. On a vu que cette semaine, lors des 2 dernières semaines, ça s'est pas mal agité en coulisses. On a eu, il y a 10 jours de ça, il y a la table ronde à la Maison Blanche, où un nouveau projet de loi va être soumis au Congrès pour la gestion et le fonctionnement du college football. Après, je ne suis pas persuadé qu'on voit beaucoup de choses changer à court terme, mais déjà, de voir les autorités être impliquées à ce point, ça montre que les gens veulent du changement et je pense que les choses vont bouger dans les mois à venir. Après, attention, que ce soit à travers des lois ou une commission comme la NCAA ou autre, je pense que ça devrait permettre une gestion du sport un peu meilleure de ce que c'est actuellement, parce qu'actuellement c'est le Far West, c'est du n'importe quoi. Après, au milieu de cette tourmente administrative, les joueurs reprennent le chemin des entraînements, petit à petit. Là, il y a les Spring Practices qui ont débuté aux 4 coins du pays. Les Spring Practices, en fait, comme si on traduit littéralement, ça veut dire les entraînements de printemps. C'est une étape très importante de la pré-saison des 138 équipes
membre de la FBS, la première division universitaire. Donc comme on a dit, le printemps approche, on sait ce que ça veut dire au niveau de college football, ça veut dire que les équipes en fait ils reviennent sur les terrains, ils refoulent les pelouses, ils font leur premier pas dans la préparation de la saison 2026. Nebraska par exemple, c'était les premiers à reprendre le chemin des entraînements fin février. Et aujourd'hui je pense que la grande majorité, si ce n'est pas tous, ils ont déjà fait de même. Donc en fait, quel est le but de ces spring practices? Donc en fait, ça permet au staff technique on va dire, d'évaluer les jeunes joueurs, les nouveaux, et aussi les walk-ons. Vous savez, les walk-ons, en fait, ce sont des joueurs qui n'ont pas de bourse d'études. Mais pas que ça, c'est aussi une façon de mettre en place le nouveau cahier des jeux, de se mettre à jour physiquement, avec la préparation physique. Après, il y a beaucoup de règles. Vous savez, c'est le truc avec la commission NCAA, ils mettent des règles de partout, même sur les entraînements de printemps. C'est-à-dire que chaque franchise ne peut avoir que 15 séances d'entraînement dans une fenêtre de 34 jours. Et pareil, toutes les séances, c'est souvent du toucher. Il y a pas souvent on va dire, de plein contact. D'accord ? Pourquoi ils font ça? Bon, ils disent que c'est pour protéger les joueurs, pour ne pas les surmener, parce que c'est vrai que dans la loi, si on prend la loi au pied de la lettre, ce sont des étudiants athlètes. Ce sont avant tout des étudiants avant d'être des athlètes, même si on sait que en réalité, c'est loin d'être ça. Comme on a dit, beaucoup de préparation physique, mais aussi un développement un peu plus individuel des joueurs. On travaille sur la technique, d'accord, une approche très individualisée. Il y a aussi, c'est aussi le premier pas des recrues du lycée, en fait, et des transferts dans leur nouvelle équipe. Donc, c'est vraiment une étape très, très importante. Et il y a aussi les traditionnelles compétitions internes, parce que, regardez, tous ces joueurs qui sont partis à la draft, tous ces joueurs de dernières années qui ont quitté l'université, ça veut dire qu'il y a des places de titulaires à prendre. Et donc du coup, je peux vous dire qu'il y a souvent des bagarres, des vraies bagarres, coups de poing lors de ces séances d'entraînement, parce qu'il y a des gens qui en fait, ils jouent pour un poste, voire une place dans l'effectif. Et il y aura des jolies, on va dire, compétitions. Il y a déjà des compétitions en cours. On pense par exemple au poste de quarterback à Alabama, à Tennessee et aussi dans d'autres universités. Le moment le plus important en fait de ces spring practices, c'est la fin, puisque ça se termine en général par une opposition, un match d'exhibition, ils appellent ça le Spring Game, d'accord? Et en fait, c'est entre partenaires de même équipe, ils font deux équipes, un peu comme un entraînement, si vous voulez, de n'importe quelle équipe de sport, c'est une opposition en fait, d'accord? Et c'est vrai que les universités, ils font preuve de plus ou moins de créativité pour ces matchs-là. Par exemple, à Michigan, c'est les Maize contre les Blues, bon, c'est les couleurs de l'université. Orange contre Blue à Florida, pareil. À Oregon, ils sont un peu plus créatifs et ils ont les Fighting Ducks de côté contre les Mighty Oregon. Enfin bon, bref, voilà. Et c'est un vrai événement, ces matchs-là, ces matchs d'exhibition, puisque déjà, ils sont retransmis sur les chaînes locales et c'est aussi ouvert au public. Enfin, c'est pas gratuit, il faut payer. Mais là, le prix des billets, c'est beaucoup plus abordable qu'un match de saison régulière. Après, ces matchs ces Spring Games, c'est une coutume depuis toujours, depuis plus de 125 ans. Et il y a eu un risque réel la saison dernière de voir ces matchs disparaître, parce qu'en fait, le problème l'an dernier, c'est qu'il y avait deux fenêtres de transfert, si vous vous souvenez bien. Il y en avait une qui était en décembre, je crois, ou janvier, et l'autre qui était au mois d'avril, juste après les Spring Games. Donc beaucoup d'entraîneurs étaient inquiets, en fait, que certains joueurs qui brillaient lors des Spring Games, qui sont télévisés, donc tout le monde peut les voir, se fassent ensuite recruter par une autre université. Donc en fait, pour se protéger eux-mêmes, protéger leur effectif, ils avaient décidé qu'il n'y aurait pas de Spring Games. Mais là, vu que la loi, le règlement sur le transfert ont changé, il y a une seule fenêtre, c'est passé, c'était au mois de janvier dernier, ils n'ont plus aucun risque de perdre leurs joueurs. Donc du coup, la grande majorité des universités, ils ont récupéré ces matchs d'exhibition pour le plus grand plaisir des fans.